Bonjour à tous, merci d'être venus écouter ma présentation. Donc je suis Marlène Rio, je travaille en fait à la Maison de l'Eau et je réalise une thèse qui est à la fois sur le domaine des sciences de l'eau et qui fait appel à des méthodes de sociologie. Donc là je vais vous présenter une partie de mes travaux qui traitent de la perception des acteurs du territoire sur l'influence du développement urbain sur les contaminations des eaux de surface. Donc mes slides sont en anglais, mais je parlerai en français, si ça vous va. Donc pour contextualiser un petit peu, je travaille sur le bassin versant du Lez et de la Mosson. Donc la ville de Montpellier représente une zone urbaine dense. C'est la ville qui a la plus forte croissance démographique nationale, avec près de 280 000 habitants et une densité d'habitants qui est plus importante que sur les communes de Toulouse ou Marseille. Et au sein de cette dense zone urbaine, il y a le Lez qui parcourt 29 km avant d'arriver en mer Méditerranée, donc c'est un fleuve assez court. Alors, il a été démontré dans de nombreux endroits du monde que les zones urbaines génèrent une variété de contaminants dans les eaux de surface. Et donc, sur ce bassin versant se pose la question, quels sont les contaminants qui sont générés par la zone urbaine et qui se retrouvent donc dans le Lez, ses affluents, et qui rejoignent la zone côtière. Alors, il y a des campagnes de mesures qui ont été mises en place en conditions de basses eaux et durant des événements pluvieux pour identifier les principaux contaminants et analyser leur dynamique durant les événements pluvieux. Alors les principaux contaminants qu'on trouve, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont issus du trafic routier et de tout autre procédé de combustion. Les éléments traces métalliques qui sont également issus du trafic routier et du lessivage des toitures notamment, comme le zinc. Les bactéries indicatrices de contamination fécale qui sont dues au débordement des réseaux d'eau usée, notamment du réseau unitaire dans le centre-ville de Montpellier, et qui sont dues également aux animaux qu'on trouve dans la zone urbaine. Et puis il y a également les organoéteints, dont le tributylétain qui est une substance dangereuse prioritaire listée par la directive cadre sur l'eau et qu'on trouve jusqu'à 15 fois supérieure à la concentration maximale admissible fixée par cette même directive. Donc face à ces contaminations, je me pose la question de savoir comment la manière d'urbaniser influence sur ces contaminations et existe-t-il une façon d'urbaniser qui limite ces contaminants. Donc à partir de cette question, j'étudie deux aspects. Donc à la fois je construis un modèle hydrologique qui me permettra de simuler les flux de contaminants à l'exutoire d'un sous-bassin versant, le bassin du Verdançon, dans lequel j'intégrerai 3 scénarios de développement urbain pour définir leurs impacts sur les contaminations. Et puis, dans un deuxième temps, je réalise des entretiens avec les acteurs du territoire pour comprendre quel est leur point de vue sur la question et comment ils prennent en compte cette problématique. Donc, je voudrais plus vous parler de cette partie. Alors déjà, sur le territoire d'études, au niveau des documents de planification, on a des documents qui concernent la gestion de l'eau et des documents qui concernent le développement urbain. Donc il y a le schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux qui est à l'échelle Rhône-Corse. Donc c'est un très très grand territoire. Et puis, il y a le schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui est à l'échelle Lez, Mosson et Tampes-Palavasien, donc qui est à une échelle plus fine. Les documents de planification urbaine, il y a le schéma de cohérence territoriale qui est porté par la métropole de Montpellier et dans lequel il y a 31 communes et qui se décline en plan local d'urbanisme qui va devenir intercommunal et qui concerne plus principalement chaque commune.
Donc l'objectif des entretiens, c'est de m'aider à définir les scénarios de développement urbain que je vais intégrer dans mon modèle hydrologique, et c'est de comprendre aussi à quel niveau dans ces documents on peut mettre en place des solutions d'atténuation des flux de contaminants. Alors là vous n'allez rien voir du tout, mais ici je vous présente la carte des acteurs qui sont présents et qui ont un lien avec la problématique des contaminations des eaux de surface. Donc les communes que j'ai été interrogées sont ici. En gras, en fait, ce sont les personnes à qui j'ai parlé. Bon, vous n'allez pas le voir. Donc les communes, en fait, font partie de Montpellier Méditerranée Métropole, et c'est la métropole qui a la compétence en termes de gestion des eaux pluviales et de gestion des eaux usées. Donc ça, c'est un aspect important, c'est-à-dire que les communes ne sont pas directement en charge de la gestion des eaux pluviales. Et puis donc sur le bassin versant, on a ces deux grands acteurs. On a le syndicat de bassin du Lez, les services de l'État, la DDTM, l'Adréal et l'Agence de l'eau, et puis des associations dont Mousson Coulée Verte qui a un rôle un peu particulier puisqu'il réalise des expertises et des contre-études par rapport au projet de la métropole de Montpellier. Alors, les premières conclusions que je peux tirer des entretiens que j'ai réalisés, je n'ai pas terminé le travail par rapport à ces entretiens. Je me rends compte que les acteurs ont une connaissance limitée, notamment les élus ont une connaissance très limitée de la problématique de ces contaminants par rapport à la problématique inondation, puisqu'on est sur un territoire qui est sous un climat méditerranéen, et cette problématique des inondations est très présente, alors que la qualité de l'eau, c'est pas du tout une priorité. Et pour reprendre ce que me disait un acteur, il existe un gouffre de connaissances entre les élus et les services techniques, et donc ça montre qu'il y a peu d'échanges par rapport à cela. Une des thématiques que j'ai abordées pendant mes entretiens, c'était notamment le plan de désimperméabilisation qui est mentionné dans le schéma de cohérence territoriale. Et j'ai demandé aux acteurs en quoi va consister ce plan de désimperméabilisation qui pourrait avoir une influence sur les flux de contaminants puisque ça retiendrait ces contaminants à la source, donc ça permettrait de diminuer les flux. Alors ici, j'ai pris l'exemple de 4 différents acteurs qui sont donc le maire de Grabel, qui est une commune très touchée par les inondations de la mousson, le maire de Prades-le-Lez, qui est en amont du bassin versant et qui est à la délégation de la gestion des milieux aquatiques à la métropole de Montpellier, le maire de Montferrier-sur-Lez et le maire de Latte, qui est également une commune très touchée par les inondations, qui a investi beaucoup dans des aménagements pour lutter contre les inondations, et qui est donc à l'aval du bassin versant. Et lorsque je leur pose cette question, qu'est-ce que c'est le plan de désimperméabilisation, ils ont des visions très différentes de ce en quoi ça pourrait consister. Donc certains me parlent de densification, donc pour eux ça serait monter une ville en hauteur pour libérer des espaces au sol et remettre de la végétation. Par rapport à cette idée de reverdir la ville, certains me parlent de relancer une politique d'espace vert, d'autres me parlent de revégétaliser les berges de rivières, d'autres encore me parlent de parkings perméables et de places perméables dans les villes. Et puis tous s'accordent à dire qu'il doit y avoir une rétention de l'eau à l'échelle parcellaire et que donc c'est les particuliers, lorsqu'ils vont construire leur maison, ils doivent prévoir une rétention d'eau qui sera ensuite restituée au système. Donc par rapport à ça, je me rends déjà compte, même si je n'ai pas encore étudié toutes les transcriptions que j'ai, qu'il n'y a pas en fait de vision cohérente par rapport à ce plan de désimperméabilisation. Et donc ça va m'aider dans la construction de mes scénarios, peut-être à essayer de voir comment peut se décliner ce plan de désimperméabilisation et quels impacts ça peut avoir vraiment sur la contamination des eaux de surface. Et pour conclure, je reprends un peu le fil directeur de ma thèse pour vous montrer quel est l'objectif final. Donc par rapport au constat des contaminants qu'on trouve sur le bassin versant, je
Je me demande quelle est l'influence du développement urbain sur ces contaminations. Donc, je travaille sur un modèle hydrologique, je définis des scénarios de développement urbain grâce aux entretiens que je réalise avec les acteurs locaux, ce qui me permet également de définir le contexte territorial de l'étude. L'objectif étant à la fin de convoquer tous les acteurs à qui j'aurais parlé pour leur présenter les résultats de la modélisation et les sensibiliser à cette problématique et essayer d'identifier avec eux quels outils peuvent être utilisés pour limiter ces flux de contaminés. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, je vous réponds avec plaisir. David Dorchy, Merlio. Du coup, sur la partie modélisation, où est-ce que tu en es? Sur la partie modélisation, je travaille donc sur le bassin du Verdanson. Je crois que j'ai le bassin du Verdanson qui est complètement urbanisé. Je réalise un modèle avec le logiciel PC Swim. Et pour l'instant, je suis en train de caler le modèle sur les données que j'ai déjà, que je possède déjà. On a mis en place des campagnes de mesure par temps de pluie, donc j'ai des données lors des événements pluvieux. Et là, j'ai construit le modèle et je suis en train de le caler. Donc des données hydrauliques? Des données d'hydro et de qualité. Voilà, des concentrations de contaminants durant la pluie. D'accord. Sur quels contaminants du coup? Sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les bactéries témoins de contamination fécale, les éléments traces métalliques, on a les organoéteints, et puis les paramètres physico-chimiques et les anions, les cations. Ça fait un large panel de contaminants. Sachant que ma modélisation, elle va pas concerner tous ces contaminants, puisque tous les processus de transfert ne sont pas connus actuellement. Ça va concerner dans un premier temps les matières en suspension. Et puis ensuite, on sait que par exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques ils sont très hydrophobes et que donc ils vont être liés aux particules, aux matières en suspension. Voilà, et donc je vais faire le lien comme ça. Et du coup, comment tu vas relier l'aménagement du territoire à la production de ces pollutions? L'idée, c'est de définir donc des scénarios. Ce qui est prévu dans le schéma de cohérence territoriale, c'est surtout au nord du bassin versant, puisque c'est l'endroit où il peut encore y avoir des aménagements. Donc, ça va être, par exemple, ce plan des imperméabilisations, il peut se traduire par des nus enherbés, par des zones perméables au lieu d'avoir des parkings imperméables, par exemple. Et tout ça, ça a des conséquences sur le ruissellement, mais également la rétention des matières en suspension s'il y a des végétaux, par exemple. Et ça, je vais le prendre en compte en changeant les paramètres du modèle. Donc, le pourcentage de surface perméable, et puis mon modèle me permet aussi de prendre en compte tous ces aménagements qui sont appelés Low Impact Development Measures. Et ça, je peux le modéliser, avoir des toits végétalisés par exemple, dont les fonctionnements sont connus. D'accord. Benjamin Nourri, doctorant à Géo. J'étais curieux de savoir où t'en étais dans ta thèse, en combienième année? Je suis au début de ma 3e année. Ok. Et je me demandais sur ce lien du coup entre tes entretiens et le modèle, si tu avais aussi envisagé un moment d'impliquer les acteurs dans le processus de modélisation. Alors, il va y avoir les services techniques de la métropole de Montpellier, puisque il y a la direction eau et assainissement qui est très intéressée par ce que je fais. Et je vais aller les voir une fois que j'aurai terminé de définir vraiment précisément mes scénarios, pour qu'ils valident ces scénarios, eux, et donc qu'ils soient... l'application elle est là, par la direction de l'eau et de l'assainissement. Après, les élus, ils vont pas dans ce détail. Est-ce que tu as par exemple utilisé des outils carto pendant tes entretiens pour voir comment est-ce qu'ils identifiaient eux des hotspots ou des points un peu sensibles, ou de voir la perception qu'ils pouvaient avoir sur un modèle d'Armançon déjà en amont? Ouais. Non, j'ai pas utilisé ça a été des discussions assez générales parce que pour la plupart, quand ils m'ont vu arriver et que je leur ai expliqué que je travaillais sur les flux contaminants, ils m'ont dit ah bon, mais
et moi. Donc, comment vous pensez que je vais vous aider sur cette question-là? Pourquoi vous venez me voir moi? Donc ils sont pas... cette problématique, ils y sont pas confrontés, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Donc finalement, ça a été des discussions plus générales sur l'aménagement, sur qu'est-ce que c'est le plan des imperméabilisations. Mais j'ai pas utilisé de carte, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Peut-être que je pourrais l'utiliser pendant les focus group à la fin, qui me permettront de présenter les résultats. Voir où est-ce qu'ils pensent que c'est très important de mettre en place ces mesures. Nassim Etmouel, chercheur géo. Donc moi j'avais deux questions un peu en amont, parce qu'on avait eu des questions notamment par rapport à des steps celle par exemple de Saint-Mathieu, où on avait donné comme hypothèse qu'il y avait rejet zéro, donc il y a le rejet qui se fait dans la nature à la place de l'envoyer dans un ruisseau qui s'appelle Terre. C'était dans le cadre d'un stage qu'on était intéressé notamment là. Voilà. Donc on se posait la question, parce que bon, la supposition sur cette step-là par exemple, c'était qu'il y avait un rejet zéro et qu'il n'y avait pas contamination de la source du lait. Mais c'est pas par rapport à vos... Parce que là, bien sûr, dans votre thèse, vous êtes concentré sur cette zone-là. Je vous posais la question, est-ce que vous avez des données sur les contaminations en amont? Et une autre question, c'était par rapport notamment par rapport à la station de Maïra et le problème qu'il y a eu de contamination plutôt en aval. Donc on dépasse la métropole, on va vers les communes qui sont vers la côte. Et les risques qu'ils ont, est-ce que ce risque également peut, est-ce que ça les touche? Et est-ce qu'ils sont conscients de ce problème-là également? Parce que pour les autres baignades. Oui. Voilà, en amont et en aval, finalement, de cette zone-là, en dehors de cette zone-là. Mais par rapport à la première question, on a les points là que vous voyez sont des campagnes de terrain qui ont été réalisées en conditions de basso et qui ont concerné tout le bassin versant. Et donc on a des points de mesure au niveau de la source du Lez et on a des points de mesure tout le long du cours d'eau. Et on voit que c'est surtout la zone urbaine qui apporte des contaminations le long du Lez. Au niveau de la source du Lez, il y a des contaminations qu'on voit qui sont du coup moins importantes, mais qui proviennent peut-être, après ça dépasse le cadre de ma thèse, mais qui proviennent peut-être des rejets effectivement de Saint-Mathieu, en tout cas en amont, et qui traversent le karst pour se retrouver là. Mais oui, il existe une contamination déjà à la source, qui ensuite est très accentuée par la zone urbaine. Mais il y a des publications dessus, il y a une thèse qui a été engagée là-dessus. Moi, les travaux, ces résultats-là, ils n'ont pas encore été publiés, les résultats de ces campagnes de mesure, mais il y a une thèse qui travaillait sur les contaminations qu'il peut y avoir déjà à la source du Lez. Je chercherai le nom de celui qui travaillait là-dessus. Et puis par rapport à la deuxième question, les acteurs ils m'ont surtout dit ah mais les contaminations depuis qu'il y a Maïra ça va beaucoup mieux, il y a eu une nette amélioration mais ils me parlaient du cours d'eau du Lez. On a peu parlé finalement de ce qui peut se passer au niveau de la zone littorale. Mais les acteurs sont contents d'avoir mis en place Maïra et que ça permette d'améliorer la situation du Lez. Ils n'ont pas parlé d'août 2015 de l'orage de fin 2015 qui a fait fermer les plages de Palavas. Et non. Mais bon, après, je me suis concentrée sur vraiment l'aspect développement urbain et mesures. Mais par rapport aux communes côtières, vous n'avez pas de contact avec vous? Non. Mais j'ai surtout été voir les élus qui sont vraiment. Voilà, le plus à l'aval, c'est Latte. J'ai pas été voir par exemple le maire de Palavas. Parce que lui, il n'est pas vraiment copain avec la métropole, donc il ne peut pas avoir le même avis. Ceci dit, le maire de Latte, il n'est pas très copain non plus. Oui. Peut-être aussi, c'est un peu. Oui. En fait, il va y avoir un stage qui va suivre, qui va accompagner la thèse. Tu veux peut-être en dire Mais,
moi, je suis spécialisée dans les sciences de l'eau, dans l'hydrologie, et je me rends compte avec tous mes entretiens qu'il y a énormément de choses à dire. Mais je n'ai pas la compétence en sociologie pour étudier tout ça. Et donc, il y a un sujet de stage qui va être déposé pour qu'il y ait un Master 2 qui reprenne les transcriptions de mes entretiens et qui m'aide à développer plus précisément tout ce que... En tout cas, à valoriser toutes les informations que j'ai à travers les transcriptions des entretiens. Et qui va pouvoir conduire d'autres entretiens, donc il pourrait aller voir le maire de Palavas ou oui. Voilà. Tu peux revenir sur les organoéthanes, c'est pas un contaminant qu'on connaît vraiment. Quelles sont ses origines, et on est dans un contexte de dépassement des seuils des CE. Donc du coup là ça déclenche tout de suite des choses quand on est dans des seuils. On pourrait imaginer des recours en justice ou ce genre de choses. Comment est-ce que c'est vécu, enfin si c'est connu et Les organoéthains, ça provient notamment des matières PVC. En fait, c'est toutes les activités domestiques, parce que dans les plastiques, c'est compris dans toutes ces matières-là. C'est compris aussi dans les éponges de cuisine, par exemple, parce que c'est utilisé comme fongicide. Donc ça permet que les éponges ne pourrissent pas au bout de 5 minutes qu'elles trempent dans l'eau. Enfin, 5 minutes, j'exagère, mais qu'elles durent plus longtemps. C'est utilisé dans les joints de salle de bain, enfin dans les joints de cuisine, pour que ça dure plus longtemps. Et on les retrouve dans les eaux de surface, puisque tout ça c'est rincé, et puis ça se retrouve après dans les ruissellements. Et les acteurs, ils ne connaissent pas les organoéthains. Et puis, moi, j'ai été surprise quand j'ai regardé le stage et le SAGE. C'est pas mentionné. En fait, il n'y a pas de suivi. Déjà, dans Verdenson, il n'y a aucun suivi qualité qui est réalisé. Et puis, sur le LES, il y a un suivi qui est réalisé par l'agence de l'eau en 2 endroits, au niveau de la source et puis au niveau de l'AT. Mais les organoéthains, ils sont quantifiés à une échelle qui ne permet pas... Ils n'ont pas les méthodes analytiques pour vraiment identifier les bonnes... ils n'ont pas la limite de détection qui permet de savoir si on dépasse ou pas. Donc c'est pas connu en fait. Et alors, on dépasse le seuil de façon importante, mais ça, c'est propre à toutes les villes de France ou c'est propre à Montpellier ou, enfin, je veux dire, on se situe comment par rapport à... Mais alors ça, pour l'instant, je ne sais pas. Mais effectivement, moi je pense qu'on le dépasse à de nombreux endroits, puisqu'on utilise les mêmes PVC partout. Mais il faudrait que j'aille voir plus dans le détail les contaminations qui existent dans les autres villes. C'est des analyses qui sont assez récentes. C'est peu analyser les organoéthains parce que ça demande ça demande des méthodes spéciales, des machines spéciales en laboratoire, et donc c'est pas les contaminants qui sont les plus... Et alors pourquoi vous avez focalisé sur ces contaminants-là? Alors parce que au laboratoire on a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille spécifiquement sur les organoéthains, et donc on a toutes les machines et toutes les méthodes qu'il faut pour les analyser, et on les a analysés justement pour faire un état des lieux, voir si on les retrouvait, et on se rend compte qu'effectivement on les retrouve en quantité importante. Les risques? Les risques des organoéthains, c'est que ils sont dangereux pour les écosystèmes aquatiques. Je ne connais pas la toxicité de ces contaminants-là, mais voilà, ils sont listés comme substances prioritaires par la directive cadre sur l'eau. Moi, je ne connais pas exactement les conséquences qu'ils peuvent avoir sur les milieux aquatiques. Ce qui est intéressant, c'est ce décalage. On a quand même une directive européenne qui n'y a pas toutes les substances dans la liste des substances prioritaires, il n'y en a pas beaucoup comparé aux milliers de familles chimiques qui existent, mais ceux-là sont ciblés et on se rend compte qu'ils sont jamais mesurés et absolument pas connus, quoi. Ils ont fait l'objet, le tributyllétain, il était utilisé dans le passé dans les peintures de bateaux, dans les ports, comme fongicide, et puis ça a été interdit. Mais on en retrouve quand même, parce qu'il existe différentes formes d'organoéthains, et donc c'est le monobutyllétain qui se dégrade en dibutyllétain et qui ensuite se dégrade en tributyllétain. Et dans les éponges de cuisine, par exemple, on retrouve des forts taux de monobutyllétain, c'est ça qui est utilisé, mais ça se dégrade et ça redevient du tributyllétain. Et
malgré le fait que ça soit interdit d'utiliser ces composés-là, on en retrouve quand même dans les eaux de surface. Parmi les réseaux de suivi Ifremer, tu as regardé s'ils étaient... Alors, j'ai pas regardé, c'est sur les lagunes qu'il y a les réseaux de suivi. Oui, tu veux dire à l'interface des eaux continentales et des eaux marines, ils ont quand même 4 ou 5 suivis opérationnels pour même la DCE maintenant. Mais je ne sais pas le contenu exact. Mais... Non, j'ai pas été voir les suivis Ifremer sur les lagunes. Mais à mon avis, il faudrait que j'aille voir, je vais pas voir ça. Tu parlais aussi de trois associations, c'est pas un sujet que les associations se sont appropriées. Mais alors, moi j'ai été voir l'association des écologistes de Leuzière, eux c'est pas du tout leur domaine d'action. L'association Mousson Coulée Verte, elle est plus sur des problèmes d'inondation. Elle se bat notamment pour que les problématiques de remontée de nappe soient prises en compte dans tous les projets de développement, puisque ça cause des inondations qui ne font pas partie des inondations causées par les débordements de cours d'eau. Mais finalement, il y a peu de problématiques de qualité liées au ruissellement urbain. Souvent, c'est lié au débordement au rejet des effluents de stations d'épuration, mais la problématique de la qualité du ruissellement urbain et des contaminations que ça engendre, c'est très peu abordé. Et au niveau des mesures et du coup, vous avez fait des mesures par exemple de surveillance, par prélèvement et... Ouais. On s'est placé à l'exutoire du bassin, enfin proche de l'exutoire du bassin versant. Et puis on y a été alors avec une centrifugeuse pour récolter les matières en suspension et faire des analyses dans les matières en suspension. Et puis on a fait des prélèvements d'eau, qu'ensuite on a amené au laboratoire. C'était pas... On a parlé de Maïra. Bon, Maïra c'est le ministère en mer. Je sais que c'est pas trop facile d'avoir. Mais par exemple, par rapport aux stations où on parlait de la Mosson, une grande partie de l'eau vient des stations. Oui. On ne peut pas dire à 100%. Est-ce que du coup, les stations ont un rôle d'abattement par rapport aux molécules que tu suis? Et est-ce que sur les bactéries, oui, parce que les stations sont dimensionnées pour traiter les bactéries. Pour les organoéteins, non, c'est pas traité par les stations d'épuration. Mais si c'est lié à la MES, ça n'a rien à abattement forcément sur les stations, elles abattent pas la MES. Oui, elles abattent la MES, mais sur ce qui est dissous, il n'y a pas de traitement. Et sur les métaux, alors sur les métaux, ça doit dépendre des normalement c'est séparatif, donc après ça dépend de la collecte de ces eaux urbains. Les stations normalement ne reçoivent pas de industriels, mais si on peut. Il suffit de faire un peu de bricolage chez soi et on peut retrouver des choses. J'ai une question sur la méthode en fait. C'est étonnant en fait que tu es en sciences écologiques et du coup de mobiliser en fait une méthodologie plutôt qualitative. Moi, je voulais savoir en fait comment ont été venues ces idées, est-ce que c'est ce qui était construit en amont de la thèse ou est-ce que En amont de la thèse, il y avait une volonté de se pencher sur la question des politiques publiques et de regarder quels impacts ça avait sur cette problématique des contaminants. Moi personnellement, je suis curieuse et j'ai envie que mes travaux servent, puissent être appropriés et utilisés directement par les acteurs. Et donc, voilà, l'idée d'aller les rencontrer pour en discuter. On en a discuté avec mes encadrants de pouvoir d'avoir cette opportunité de réaliser des entretiens pour avoir ce matériel-là. L'idée des entretiens, c'est aussi de cibler directement les acteurs qui sont les décideurs et qui prennent, qui définissent en fait ces plans d'aménagement et les décisions de développement. Du coup, ce serait pour des plans d'intéressement en fait, des acteurs du territoire, des résultats de ta thèse? Ou alors non, je ne sais pas, c'est une question. Oui, l'idée c'est de me rendre compte à quel point ils ont conscience de cette problématique et puis voilà, lorsque j'aurai les résultats de la modélisation, j'aimerais les rencontrer, leur présenter les résultats,
leur permettre de voir qu'il y a des contaminations et que sûrement en prenant en compte cela dans les décisions d'aménagement, on peut permettre de diminuer ces contaminations et donc d'améliorer l'état des surfaces. Mais je ne sais pas si je répondais à la question. C'est juste pour une dernière question très de parole. C'est du coup, je me demande si, parce que dans ce que tu présentes, je dis finalement les acteurs que j'ai rencontrés, la problématique de contamination, c'est pas forcément leur dada, ils sont plutôt sur l'innovation. Donc la question c'est est-ce que finalement ça va modifier en fait tes choix de modélisation idéologique ou pas, ou est-ce que finalement tu es plutôt dans une position de te dire tiens je vais pourquoi finalement tu fais pas des ateliers a posteriori en fait de réalisation de ta modélisation plutôt participatif sur ce mode là tu vois. Du coup je vois pas trop où tu te... C'est une question Est-ce que par exemple, tu vois, le fait d'avoir fait des entretiens avec des acteurs, tu t'es dit ah bah tiens, j'avais pas pensé que vous pourrez modéliser ce scénario par exemple, ou tiens, cette question-là finalement je me l'étais pas posée, et est-ce qu'avec mon modèle finalement je peux essayer d'apporter une partie de la réponse ou pas du tout? Et est-ce que tu es conscieuse? Mais par exemple, moi j'étais partie du principe, parce que toute une partie du bassin versant elle est en réseau unitaire, et donc il y a beaucoup de débordements de musées. Donc dans nos prélèvements, à l'exutoire du bassin versant, on se retrouve avec beaucoup d'eau usée. Et moi je me disais, peut-être qu'un scénario, en tout cas une partie d'un scénario, ça va être l'amélioration de ce système unitaire pour réduire les débordements par temps de pluie. Et puis par exemple, j'ai discuté avec la directrice du service eau et assainissement à la métropole de Montpellier, qui m'a dit ah non mais ça c'est la fausse bonne idée parce que de toute façon ça coûte beaucoup trop cher et donc ça sera jamais ces travaux-là seront jamais entrepris et donc ça je vais le prendre en compte dans mes scénarios. Je vais me dire bon ben là c'est pas là-dessus qu'ils vont pouvoir agir, donc en fait mes entretiens ils me permettent d'essayer de cibler mes scénarios et de les définir pour qu'ils soient plus réalistes en fait, que juste en se basant sur ce qui est annoncé dans les documents de planification, parce que finalement le schéma de cohérence territoriale annonce des grandes orientations, mais comment savoir ce qui vraiment est mis en place après, c'est à ça que c'était l'idée initiale pour réaliser ces entretiens, de dire bon, on voit les projets qu'il y a, mais finalement comment ils sont vraiment interprétés et mis en place. Par exemple, cette idée de la désimperméabilisation, ça serait quelque chose qui serait mis comme une grande idée dans le SCOT, mais après, il n'y a pas d'obligation à la mise en œuvre. En fait. Oui, c'est ça. Le plan de désimperméabilisation dans le SCOT, ils annoncent énormément de bénéfices, la réduction des îlots de chaleur, la biodiversité, enfin voilà. Et finalement, dans la mise en place, chacun donne une petite idée qui est très différente. La métropole de Montpellier est en train d'élaborer une stratégie de gestion des eaux pluviales qui est censée commencer à interpréter et mettre en place cette idée-là du plan de désimperméabilisation. Mais cette stratégie, elle concerne les parcelles en fait, elle concerne le zonage comme pour de la rétention d'eau à l'échelle de la parcelle. Donc oui, il y a les grands projets qui sont annoncés dans le SCOT et puis ensuite il faut que les acteurs s'approprient ce qui est annoncé et le mettent en place. Il y a des... Pardon. Une question c'est par rapport aux acteurs, où du coup il y a eu un gros focus sur effectivement les acteurs institutionnels. Pourquoi est-ce que c'est un choix de ne pas avoir intégré certains usagers? Je pense aux pêcheurs assez naturellement, mais il y a certainement beaucoup d'autres usagers sur le territoire. Eh ben, alors pour l'instant, effectivement, ce qui m'intéressait le plus, c'est de me focaliser sur les acteurs institutionnels parce que c'est eux vraiment qui définissent les plans d'aménagement et donc ils pouvaient m'aider à définir le scénario. Et l'idée du stage qui va être proposé, c'est de réaliser d'autres entretiens et d'aller voir des associations de quartier, pourquoi pas les pêcheurs, pourquoi pas les clubs de kayak qui sont sur le bassin, pour avoir justement une vision un peu plus élargie.
Concrètement, sur le territoire, il y a quand même des obligations liées plutôt à la lutte contre les inondations, mais on voit dans toutes les nouvelles constructions, il y a ces espèces de bassins qu'on voit fleurir un petit peu partout. À Grabel, c'est frappant. Chaque fois, on construit un immeuble et une espèce de cuve végétalisée assez moche. Mais c'est encore souvent... Oui, c'est obligatoire parce qu'il n'y a pas d'autre option qui est envisagée. Comme ce qui est critiqué aussi, c'est que souvent, c'est des bassins qui sont enterrés. Parce que souvent, on les voit végétalisés, mais il y a énormément de bassins qui sont sous les immeubles. Ah oui. Et qui eux sont pas du tout végétalisés du coup, et qui effectivement retiennent l'eau pour la restituer après à débit moindre, mais au niveau des contaminants, ça ne filtre absolument rien. Et c'est ce qui est pointé du doigt par le syndicat du bassin du Lez notamment. Ils disent pour les acteurs c'est plus facile parce que ça prend pas de place. Parce qu'à l'inverse, sur le projet RADAP sur la réutilisation des eaux et des traités, juste le fait d'avoir une lagune sans traitement complémentaire, il y a un abattement complémentaire par la lagune d'un log, où du coup on passe de qualité D à qualité C, donc il y a aussi un intérêt sur la restitution dans la qualité qui est déversée. Certainement pas sur certains éléments qui t'a mentionnés. Je sais pas. Ça finit à quelle heure les vendredis découvertes? Midi. D'accord. Plus tard, si affinité. J'ai été étonné quand tu as dit que la directrice du service au assainissement de Montpellier disait qu'il ne mettait pas le focus sur la diminution des rejets des réseaux unitaires. Parce qu'on a discuté avec Veolia la semaine dernière, ils nous ont dit que justement ils vont faire des gros aménagements sur le Vermonçon, sur certains déversoirs d'orage pour mettre en place des bassins. Oui, ils vont essayer de... En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est réduire l'apport de l'eau pluviale au réseau unitaire. Enfin, ça c'est mission impossible sur le centre-ville de Montpellier. On peut pas... Oui, mais au moins sur l'amont du bassin, ils peuvent essayer de mieux gérer les eaux pluviales pour pas que ça le réseau unitaire. Après, moi quand je l'ai vu, elle m'a dit bon, sur le centre-ville, on ne pourra jamais faire des travaux qui permettront de séparer. Il n'y a pas la place. Oui. La séparation des eaux, c'est pas possible. Mais après, mettre des bassins, parce qu'actuellement ça fonctionne, on a un petit tuyau qui va à la station d'épuration, on a un gros tuyau qui arrive de la ville, et puis la différence part dans le Vermonçon. Ce qu'il est possible de faire à cet endroit-là, c'est de mettre un bassin pour pas que ça crache tout de suite, mais que le premier flux qui vient de la pluie, qui est le plus pollué, soit stocké et ensuite envoyé vers la station d'épuration. Et ça ils sont en train de le mettre en place. Où ça? Sur le ils nous ont dit c'était sur Flao, sur un des gros déverseurs d'orage qui se trouve sur le Vermonçon. Celui qui crache le plus, je crois que c'est Flao. D'accord, parce qu'elle m'en a pas parlé. Ouais. Et ils ont des réflexions là-dessus. Oui, ils ont des réflexions, mais voilà, ça ne pourra pas. Parce que là, on peut faire des travaux très localisés, qui coûtent cher, certes, mais qui ont un impact réel, quoi. On voit tout de suite la différence. Et du coup, cette eau, il envoie en traitement. Ben, tu essaies de récupérer le premier flux, oui. donc tu essaies d'en stocker une certaine quantité. La loi, la police de l'eau, ce qu'elle préconise, ce qu'elle oblige à faire, c'est de stocker l'équivalent d'une pluie mensuelle. La pluie de retour, une période de retour mensuelle, il faut pouvoir la stocker entièrement sans déverser dans le milieu naturel. C'est ce qui veut. Et après, t'en fais quoi de ça? Tu l'envoies à la station. Tu l'envoies à la station. Et du coup, tu as un bassin qui stocke. Et après, ça envoie petit à petit vers la station. Et pourquoi c'est la première pluie qui est la plus polluée? Parce qu'en fait, tu as ton réseau d'assainissement qui est curé par la pluie, en fait. Tu as toutes les merdes qui sont accumulées pendant des semaines, voire des mois ici, parce qu'on fait souvent. Et ça, tu as la première pluie qui arrive et qui emmène tout ça. Et là, tu as une pollution énorme, en fait. Alors que normalement, c'est ça qui se déverse en premier. Ben, si tu n'as pas de stockage et que du coup, en plus, nous ici, on a des événements pluvieux qui sont très intenses, très rapides, ce premier flux, il déborde tout de suite, il va tout de suite dans le Vermonçon.